Bien, je suis très sensible à avoir la présidence de la directrice et de notre consoeur Dominique de Courcelles. Je suis très sensible aussi à la présence d'un public parce que j'imaginais parler devant l'ordinateur et on m'avait dit que ça n'avait aucune importance puisque c'était transmis sur YouTube et que j'aurais dans l'avenir un auditoire virtuel qui suivrait. Mais je préfère avoir un auditoire en chair et en os qui est ici et je vous en remercie. Pour expliquer les motifs et les pratiques d'opposition aux vaccins antivarioliques, pratiques qui sont apparues tout au long du XIXe siècle, je vais d'abord, dans une rapide introduction, faire l'histoire de la maladie infectieuse de la variole et situer l'expérience de Jenner, sa diffusion, dans les contextes de l'histoire des sciences de son temps et des événements qui l'accompagnaient. Dans l'écologie humaine, la variole occupe une place singulière. Elle était absente dans l'Antiquité. Il semble qu'elle apparaît en Chine au XIIIe siècle et qu'elle est introduite en Occident par la route du commerce de la soie. Elle est portée en Afrique par la remontée de la vallée du Nil et sur les côtes d'Afrique orientale par le commerce arabe au Moyen Âge. L'expansion maritime portugaise et espagnole la transporte au XVe siècle sur les côtes d'Afrique occidentale, puis en Amérique du Sud. Le continent américain, nord et sud, l'ignorait totalement, de sorte que sa propagation y provoqua, avec d'autres maladies infectieuses, un gigantesque choc épidémique. En Amérique du Nord, où la population était faible et très dispersée, l'expansion de la variole s'étendit sur plusieurs siècles. Elle arrive chez les Hurons, sur les bords du Saint-Laurent, vers 1650, alors que les tribus nomades du Far West ne seront atteintes qu'au début du XIXe siècle. Même dans l'Europe de ce temps, densément peuplée, où la peste, arrivée en 1348, avait aussitôt, en très peu d'années, 5-10 ans, contaminé tout le continent européen, la variole n'atteignit les pays scandinaves qu'au cours du XVIe siècle, le Danemark vers 1530 environ, la Norvège, la Suède. L'Islande en 1707, les îles Féroé environ quelques années auparavant, les Esquimaux du Groenland en 1733. La contagion survient par contact des croûtes des malades, voilà les pustules de la variole. Elle frappe les enfants de 3 à 10 ans, c'est-à-dire après la fin de la couverture maternelle et dans le temps de fragilité, si vous voulez, de l'enfance. Elle arrive par vagues plus ou moins virulentes. La mortalité est d'environ 10% d'une classe d'âge. Les travaux de démographie historique ont établi tous ces résultats avec précision. Par exemple, ceux d'Alfred Perrenoud, qui suit la population de Genève du XVIe au XVIIIe siècle. On voit très bien. Alors, ce chiffre de 10% d'une classe d'âge est véritablement partout dans l'ensemble des zones où la variole est présente. La variole a été en Europe pendant les 3 siècles des temps modernes la plus grande tueuse d'enfants. Presque tous les enfants d'une génération étaient atteints. Les plus nombreux, ceux qui guérissaient heureusement, 90%, gardaient souvent des cicatrices. Voilà un village grêlé. Gardaient souvent des cicatrices. En midi, on dit loup-grelâtre.
qui pouvait défigurer. Le passage de la maladie accordait une assez longue immunité. Selon l'opinion commune, on ne pouvait pas l'avoir 2 fois. Du moins, les récidives étaient rarissimes. Louis XV, atteint en 1728, à la fin de son enfance, eut la malchance de mourir d'une nouvelle contagion de variole en 1774, 46 ans plus tard, mais c'est une rareté, c'est une exception tout à fait extraordinaire. L'expérience du caractère inévitable de la contagion dans l'enfance et de l'immunité alors acquise amenait souvent des mères à laisser la contagion opérer, sachant qu'on ne pouvait y échapper et qu'une fois guéri, on devenait hors d'atteinte. Plus radicalement, à l'occasion d'une épidémie de forme bénigne, elles inoculaient volontairement le pus variolique aux autres enfants. Lady Montagu, épouse de l'ambassadeur britannique à Constantinople, découvrait en 1720, voici, cet usage populaire et en faisait la promotion à son retour à Londres. En fait, la pratique de l'inoculation directe de la variole était venue d'Asie centrale et elle était en Turquie d'introduction récente. Mais Lady Montagu ne le savait pas. La vogue scientiste du XVIIIe siècle transforma cette coutume populaire empirique venant d'Asie centrale en innovation savante et en nouveaux préceptes de la police de la santé, selon les termes de l'époque. C'est une sorte de basculement culturel, de tour de passe-passe qui fait passer pour une nouveauté scientifique, ce qui était en réalité une pratique populaire multiséculaire. Dans l'élite sociale, l'inoculation est largement adoptée et les enfants des familles princières et aristocratiques y furent soumis en grande pompe et avec bonheur. Inévitablement, hélas, des vagues contagieuses plus meurtrières pouvaient être introduites par une imprudente campagne inopportune d'inoculation. Et ce fut ce qu'il advint dans les 3 dernières décennies du XVIIIe siècle, où la mortalité infantile connut une croissance désastreuse dans l'ensemble de l'Europe. C'est dans cette conjoncture récente de véritable panique médicale qu'en 1796, Edward Jenner, un médecin londonien exerçant dans le Gloucestershire, remarqua que les vachères campagnardes étaient épargnées par la variole. Alors, vous savez que la variole, c'est la petite, on l'appelle petite vérole, on appelle variole toutes les maladies éruptives qui en font donc variolus, une peau de teinte variée. La grande vérole, c'est la syphilis, la petite vérole, c'est la variole. Entrayant des vaches qui se trouvaient, ces campagnardes donc se trouvaient parfois affectées d'une éruption bénigne dite cowpox. Pox, c'est la variole, c'est la vérole en anglais, en français picote. Ces jeunes filles, ces vachères, avaient la même affection vétérinaire légère sur les doigts et ce que Jenner supposait, c'est que transmise à l'homme, elle pouvait empêcher la contagion variolique. Il en fit l'expérience, il fit des contre-épreuves et il se convainquit de l'efficacité ponctuelle de cette inoculation d'un nouveau style. Son expérience, publiée à Londres en juin 1798, fut diffusée en septembre de la même année par une revue de vulgarisation scientifique publiée en français à Genève, la Bibliothèque britannique. Le médecin genevois, auteur de l'article de recension de Jenner,
Louis Audier, fit adopter en 1799, c'est-à-dire quelques mois plus tard, le nom de vaccin, moins provoquant que celui qui aurait été normal, de variole de la vache. En dépit des guerres qui barraient alors les frontières de l'Europe, le succès fut immédiat et international et même mondial. Les premières vaccinations sur le continent furent pratiquées à Vienne en avril 1799 par un autre médecin genevois, réfugié à Vienne, puisque Genève a été pris par les Français révolutionnaires. Ce médecin genevois réfugié à Vienne s'appelait Jean de Carreau. La première vaccination à Paris fut opérée à la préfecture qui venait de se créer en août 1800. La préfecture se trouvait à ce moment-là place Vendôme. Le vaccin transporté à Vienne fut introduit en Turquie en avril 1801. De Constantinople, il fut porté à Saint-Pétersbourg en octobre 1801. Des navires anglais, la même année 1801-1802, portèrent le vaccin à Bombay, puis à Goa et à Batavia en 1804. Une expédition médicale espagnole dirigée par le médecin Balmis transporta le vaccin partant de la Corogne en Amérique. La première vaccination commença à Porto Rico en février 1804. Ainsi, en 4 ou 5 ans, des souches de vaccins avaient été distribuées dans tous les continents. L'enthousiasme des médecins semblait unanime. Il leur restait à convaincre les populations. Les premières réticences populaires apparurent bientôt. En effet, dans la plupart des campagnes, le recours à un médecin ne pouvait être, indépendamment de l'épidémie variolique, ne pouvait être qu'exceptionnel du fait de l'éloignement du médecin et du coût de sa venue. On admettait que son art puisse être efficace, sa dépense justifiée pour réparer un accident, pour traiter des maladies inattendues qui auraient frappé des patients apparemment en pleine santé jusque-là, ou encore Alors, il était par contre tout à fait inutile, dispendieux, de déranger le médecin pour des maladies infantiles banales et obligatoires, ou aussi bien pour les dégâts inéluctables de la vieillesse. Le fatalisme faisait accepter des malheurs inévitables puisqu'ils avaient été subis de tout temps à jamais. Cette fois, avec le vaccin, l'arrivée était bien plus provocante. Le vaccin était une épreuve inconnue jusque-là. Elle était infligée à un enfant en parfaite santé. Elle était censée le protéger d'un danger qui restait hypothétique. Ces réticences avaient déjà été opposées, exactement les mêmes, au procédé de l'inoculation tout au long du XVIIIe siècle. On considérait que la petite vérole frappait presque tous les enfants, que 90% survivraient et qu'il n'y aurait pas de rechute. La maladie prenait donc figure d'examen de passage. On pouvait supposer que son épreuve était non seulement inévitable, mais même nécessaire, bénéfique, purifiante. Dans cette crise, l'organisme expulsait des humeurs péquantes, c'est-à-dire le pus croûteux qui sortait par des ulcérations de la peau. L'enfant en était délivré et sa croissance pouvait alors avoir libre cours. Il était absurde donc de provoquer cette épreuve en période de bonne santé. Il fallait laisser faire la nature à la date de son choix. Ce raisonnement de courte ou longue vue a été jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'à l'éradication de la variole, le principal obstacle à la vaccination. Comment se passait la propagation de la vaccination ? Les campagnes de vaccination étaient collectives. La venue du médecin dans un village
avait été annoncée par les autorités, par le prêtre du lieu. Elle prenait l'apparence d'une cérémonie. Le médecin vaccinateur, qui opérait malgré les protestations des mères, les pleurs des enfants, pour le moment très bien portant, assumait donc une lourde responsabilité. Les parents le tiendraient désormais pour garant de la santé de leurs enfants. Son intervention deviendrait coupable si par la suite la variole venait à ressurgir et à frapper spécifiquement cet enfant supposé protégé. Des rumeurs allaient même jusqu'à dénoncer, dans la propagande du vaccin, les manigances de profiteurs des malheurs publics qui achèteraient les biens des familles qui allaient être décimées ou disparaître. Il faut savoir que cette étrange incrimination de médecins empoisonneurs ne manquait pas d'antécédents. Elle revenait périodiquement lors des grandes vagues de maladies infectieuses. Elle arrivait très souvent dans le cadre de la peste. Elle s'appuyait chaque fois sur des arguments politiques de l'instant, en l'occurrence sur le caractère coercitif des entreprises officielles de vaccination escortées par les gendarmes. J'en donnerai plus loin des exemples. Devant ces réactions, les préfets napoléoniens, puisque très vite l'administration politique s'est emparée du vaccin, les préfets organisaient des séances d'admonition publique où étaient vantés les bénéfices du vaccin et condamnés les pères qui auraient laissé leurs enfants sans protection. Ils étaient dénoncés, interpellés nommément et seraient dénoncés comme coupables des éventuelles morts de leurs enfants ou des variolés voisins. Alors, comment se passait la campagne de vaccination pour éviter la concurrence avec les travaux agricoles, saisonniers? Les médecins choisissaient le mois de mai ou le début de juin, un dimanche à la sortie de la messe. Ils garantissaient l'innocuité du vaccin, sans danger, et son immiscibilité, c'est-à-dire l'impossibilité qu'il puisse transmettre en même temps une autre maladie. La transmission de la souche de vaccin était uniquement intrahumaine. On ne connaissait pas d'autres procédés, c'est-à-dire qu'on avait des enfants porteurs de vaccins, vaccinifères, qui étaient à la 8e ou 10e, au 9e jour environ de développement de la pustule. On prélevait avec une lancette ou avec un bâtonnet, une scarification sur le bras. On portait la pulpe vaccinique sur le suivant ou sur plusieurs, et ainsi on pouvait 8 jours plus tard en vacciner d'autres avec cette chaîne, si vous voulez, continue. Par exemple, dans les traversées vers les Indes ou vers l'Amérique, le capitaine du bateau et les médecins emmenaient autant d'enfants qu'il fallait qu'il y avait 2 semaines prévues dans la traversée pour pouvoir tous les 8 jours inoculer un nouvel enfant avec une nouvelle souche de vaccin. Alors, pour garantir la permanence, la continuité de la fourniture de pulpe vaccinique, il fallait avoir recours, de préférence, aux enfants trouvés ou aux orphelins des hospices, parce que la plupart des pères de famille se refusaient à offrir leurs enfants comme porteurs vaccinifères. Souvent, les médecins affichaient courageusement leurs convictions en se servant de leurs propres enfants comme cobayes. Et les épouses de médecins étaient appelées souvent à témoigner elles-mêmes auprès des maires des campagnes ou des faubourgs. En dépit de ces précautions médicales et des recommandations officielles, des accidents survenaient inévitablement. Leurs nouvelles alarmantes étaient d'autant plus facilement répandues qu'elles paraissaient confirmer les soupçons et les craintes du public. L'accident le plus grave, le plus fréquent, était l'apparition de la variole elle-même,
toujours présente et endémique, de la voir apparaître chez des sujets qui venaient d'être effectivement vaccinés et qui donc auraient dû traverser indemnes le retour de la maladie. La cause la plus courante d'un tel échec était un défaut de la vaccine, provenant d'une souche éventée, prélevée trop tard, au-delà d'une dizaine de jours. Il arrivait aussi parfois que le vaccin ait été volontairement effacé. Dans certains cas, l'enfant s'était essuyé, ou bien même la mère avait volontairement lavé la piqûre à l'eau et au vinaigre. D'autres fois, la lancette n'avait pas percé la peau, ou encore le fluide vaccin n'avait pas pénétré, empêché par la saleté de l'enfant ou l'embarras de ses vêtements. Ce type de fautes involontaires venait des maladresses de vaccinateurs improvisés, officiers de santé ignorants, maîtres d'école de village, rebouteux, dames charitables, sœurs des hospices. Ils étaient généralement de braves gens, mobilisés dans l'urgence et opérant trop vite. Mais il y avait aussi des zélotes intéressés, en attente de récompenses publiques. Les médecins se plaignaient de ces coopérateurs abusifs comme des frelons s'emparant du miel des abeilles. Le nombre des erreurs montait lorsque les opérateurs étaient obnubilés par le nombre de leurs opérations et par la présentation de statistiques triomphales. En Angleterre, les divers frais des séances de vaccination étaient couverts par l'argent de la Poor Law, de la loi des pauvres, et ils étaient calculés en fonction du nombre de vaccinés. Et par conséquent, on avait intérêt à afficher le plus grand nombre, et on disait qu'on recrutait plus facilement des vaccins en offrant aux pères de famille une bouteille de bière. En France, des primes au nombre avaient d'abord été établies, elles furent jugées nocives, contre-productives et supprimées en 1821. Tous les parents étaient susceptibles, bien compréhensiblement, de craindre l'inefficacité du vaccin de leurs enfants, d'en soupçonner le danger, l'erreur ou le mensonge. En effet, l'espérance d'échapper à ce fléau et le crédit accordé d'habitude aux avis des notables venaient à être contredits sans cesse par des nouvelles calamiteuses. Et l'opinion était prompte à attribuer au vaccin la maladie ou la mort d'enfants victimes d'autres infections infantiles. Des soupçons, des paniques pouvaient surgir, par exemple, à la vue sur des enfants vaccinés, d'éruptions ressemblant aux symptômes varioliques, c'est-à-dire avant tout la varicelle et aussi la rougeole, la scarlatine, la gale, des dermatoses bulbeuses, etc. Plus gravement, il pouvait arriver réellement que le médecin ait inoculé lui-même, sans le vouloir, du pus variolique mélangé dans sa lancette, ou encore qu'il ait porté sur ses vêtements des bribes de croûte de varioleux. Un pareil accident pouvait survenir lorsque le praticien traitait des varioleux dans un moment de vague épidémique locale, et qu'en même temps, il cherchait à en limiter l'extension par une campagne de vaccination. L'injection d'un vaccin ainsi mélangé ou dégénéré pouvait produire des pustules, des ulcérations, érysipèles, ou, plus évidemment, plus radicalement, transmettre bel et bien la contagion variolique et parfois causer la mort. Le scandale de la variole de sujets vaccinés et de la mort de certains d'entre eux réussissait alors à arrêter complètement la propagation du vaccin, du moins en certains lieux et pendant un certain temps. Le vaccin se trouvait discrédité durablement dans l'opinion commune, populaire, et jusque dans les scrupules et même dans les convictions des médecins qui avaient été les témoins ou les acteurs stupéfaits, bouleversés de ces événements. Les autorités administratives dans les départements napoléoniens,
et tout aussi bien dans les îles britanniques ou dans les États allemands, s'attendait au départ, avant tout, à des résistances religieuses. Selon l'anticléricalisme classique dans une grande part des corps médicaux, à l'époque déjà, et selon les convictions restées jacobines d'assez nombreux préfets de l'Empire. Ils étaient voltairiens, ils avaient lu Voltaire. Le préjugé monte en chair, le premier, et la raison n'y monte qu'ensuite. C'est la marche ordinaire de l'esprit humain. Voltaire à propos de l'inoculation défendant l'édit Montagu en 1734 et prétendant que le clergé anglican s'y opposait, ce qui n'était pas vrai. En fait, les quelques prélats qui opposaient des réticences se contentaient d'objecter que leur rôle n'était que spirituel et qu'ils n'étaient pas capables de se prononcer sur un problème médical précis. L'immense majorité des évêques, qui avaient été sollicités expressément par les préfets d'intervenir en chair, suivaient les directives officielles. Il était difficile, après le Concordat, de faire différemment, et ils encourageaient les fidèles à la vaccination des enfants par des lettres pastorales, des sermons, des exhortations aux familles. Les préfets, d'ailleurs, avaient reçu la consigne de Paris de nommer des prélats, des chanoines savants, dans les comités de vaccination institués dans chaque département. En effet, il ne manquait pas alors de prêtres instruits, abonnés eux-mêmes à des feuilles médicales et se mêlant de santé publique. Dans l'Italie catholique, frappée continuellement par les retours de peste, avait pu se développer une prudente théologie de l'hygiène. Le cardinal Consalvi, futur Pie VII, secrétaire d'État à ce moment-là de l'État pontifical, avait dès 1802, c'est-à-dire au moment de l'arrivée en Italie, du vaccin, recommandé le procédé qui, à Rome, se trouvait tout de suite établi dans l'Arcispedale di Santo Spirito, près du Vatican. Aujourd'hui, c'est Santo Spirito in Sassia, près de la Via di Conciliazione, c'est-à-dire à côté du Vatican. Les refus, ça c'est d'une fait le fait qu'il n'y avait pas d'opposition religieuse à la diffusion de la vaccination. Les refus de la vaccination, alors à titre de curiosité, on peut dire que alors voilà, l'image que j'aurais dû projeter tout à l'heure, c'est une caricature supposant la découverte de la vaccine, et donc c'est Jenner qui est supposé au moment où il découvre la vertu, voilà la vachère qui va servir de cobaye. Alors voilà un portrait aussi tout à fait séduisant et qu'on trouvait bien sûr de Jenner inoculant un enfant, faisant une contre-épreuve. Et alors il a visiblement aussi vacciné l'infirmière. Alors en Angleterre, dès les années 1800, il y a toute une campagne de caricature supposant donc la transformation en vache, si on transférait, si vous voulez, une substance vénéneuse venant de la vache, il allait pouvoir peut-être vous pousser des cornes et vous transformer effectivement en vache. Bon, mais ça c'est, bien sûr non, ça n'a pas existé, vous pouvez imaginer. Le refus de la vaccination furent toujours très localisés. Alors, vous voyez tout de même là la manière dont se déroule l'opération, avec ces deux hommes qui maîtrisent un pauvre petit enfant, et les femmes qui sont, à juste titre, effarouchées, effrayées de voir la manière dont on traite leur enfant. Les refus de la vaccination furent toujours très localisés. Ils tiraient d'abord argument, de la persistance de la variole, qui demeurait endémique et qui demeurerait endémique encore longtemps. Il résultait aussi de décalages socioculturels et de confusion. Pour exemple, parmi beaucoup d'autres,
En 1807, alors je prends mes exemples en Italie, à Brescia, se répand la rumeur de la mort d'enfants vaccinés, dont les fils du général français commandant la citadelle. Une enquête officielle est aussitôt diligentée. Elle conclut que cet officier a bien perdu 2 enfants, mais que leur mort n'est pas due à la variole, mais à la scarlatine. À Pise, en 1811, les décès sont assez nombreux pour que la nouvelle soit diffusée par les gazettes médicales jusqu'en Angleterre. Des mesures répressives sont décidées à Paris. La direction générale de la librairie fait interdire et saisir les publications qui répercutaient ces informations de Pise. Le comité central de vaccination de Paris envoie des enquêteurs. 40 décès avaient été imputés au vaccin. Ils sont examinés et solennellement attribués à des causes différentes étrangères à la variole. Le docteur Pucciardi, principal médecin pisan, qui était responsable de cette fausse ouvrée nouvelle, était contraint à une rétractation publique. La presse médicale devait publier les échos de son humiliation et de son déshonneur. Chaque fois, l'antivaccinisme était traité comme un crime politique. D'abord parce qu'il entravait une entreprise de santé publique liée au pouvoir napoléonien, et plus largement parce qu'il heurtait l'utopie dominante de la construction d'un homme nouveau. Utopie qui, sur plusieurs générations, entraînait à la fois les idées révolutionnaires et les conceptions des savants de l'époque. Alors, effectivement, il y avait parfois des oppositions politiques. De faibles taux de vaccination dans certains cantons correspondaient à une opposition silencieuse. Elle était confirmée par le nombre de jeunes hommes tentant d'éviter la conscription dans le même lieu. C'était par exemple le cas dans certains villages de l'Apennin ligure, autour de Gênes, dans le Val d'Aoste, dans les Alpes, etc. Lors de chaque année de crise, survenaient effectivement dans ces lieux des prises d'armes populaires contre les troupes françaises. Dans un autre contexte historique, celui non plus napoléonien, mais celui des influences anglaises et françaises dans l'Afrique du Nord, au cours du XIXe siècle, l'implantation du vaccin suscitait dans les campagnes des résistances très étendues. Les familles cachaient leurs enfants à l'arrivée du médecin vaccinateur. On en trouve des scènes semblables en Égypte en 1839, en Tunisie en 1897, en Algérie. Les campagnes de vaccination menées par l'armée de 1849 à 1858 échouaient souvent devant la désertion de certains douars de montagne. La réputation sinistre du vaccin était de souiller le sang des musulmans et même d'être une entreprise criminelle du colonisateur qui cherchait, selon des croyances et des hantises intemporelles, à rendre les filles stériles et les garçons impuissants. Les autorités militaires durent, en 1858, renoncer aux vaccinations collectives. Elles ne reprirent en Algérie qu'en 1871, non pas à cause de la fin de la guerre, mais à cause, cette année-là, d'une reprise fulgurante de la variole sur une forme hémorragique. La couverture vaccinale, même dans les grandes villes, laissait toujours des poches populaires inaccessibles par négligence ou par défiance. Lorsqu'une poussée virulente frappait un lieu, le vaccin y était aussitôt oublié, redevenant une charge, comme auparavant, estimée coûteuse et inutile. Par exemple en Angleterre, où la médicalisation était plutôt qu'ailleurs entrée dans les mœurs. Dans la grande cité industrielle de Norwich, en 1813, la vraie variole atteignit 3000 personnes, dont 530 morts, la plupart enfants de moins de 6 ans. 530 morts d'enfants de moins de 6 ans en une saison en 1813. C'est ahurissant. Les témoins notaient que les familles y étaient soudain revenues
aux recettes de soins à base de chaleur dans la chambre et de rasade d'eau de vie que les vieilles gens recommandaient de nouveau comme par un passé qui n'était pas si lointain. Dans tous les pays, les opinions officielles ne se rendaient pas compte que beaucoup de gens simples gardaient l'habitude de laisser les enfants se varioliser les uns les autres, que ce comportement persistait silencieusement dans le secret des familles, par inertie et par fatalisme, plus que par conscience délibérée. Pour combler ces lacunes géographiques ou sociales, les gouvernements devaient donc envisager, débattre de l'obligation vaccinale, de la rendre obligatoire. Le principe d'une intervention du pouvoir politique dans les domaines de la santé était un sujet de discussion essentiel et éternel. Les historiens citaient le modèle de Lycurgue qui allait lui-même, dit-on, visiter les hôpitaux, les marchés et les quais du port d'Athènes. La contagion de la lèpre, puis de la peste au XIVe siècle, avait été reconnue dès leur identification et elles avaient suscité très tôt des mesures d'isolement, de ségrégation et de limites de déplacement. Ces règles étaient appelées police de la santé ou politique médicale. Elles étaient fondées sur le droit des gens et sur le devoir du souverain envers le bien public. Dans le cas de maladies de l'enfance, constamment présentes, mais moins meurtrières, l'intervention du pouvoir semblait heurter la puissance paternelle, meilleur juge du destin de l'enfant. Le législateur s'interdisait un tel empiètement. Significativement, l'autorité du père n'était pas mise en cause par la loi, elle ne l'était qu'en cas de prostitution infantile, loi de 1810. Et elle ne fut étendue à d'autres sortes d'indignités, violence, inceste, qu'en 1889. En 1822, le vieux-duc de La Rochefoucauld-Liancourt, vétéran de l'esprit philosophe, avait plaidé, auprès du gouvernement de Louis XVIII, pour des règles d'obligation, en disant plaisamment qu'on ne meurt souvent que par bêtise. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur lui répondit que la coercition ne pouvait être envisagée dans des situations d'intérêt domestique et intime et que la persuasion sur de tels problèmes revenait seulement aux médecins, aux prêtres et aux notables locaux. Contrairement à ce qui est souvent cru et répété, le régime napoléonien s'était refusé d'intervenir, de rendre obligatoire la vaccination. Elle fut très répandue, mais elle n'était pas systématique, ni dans le pays, ni dans la grande armée, contrairement à ce qu'on vous publie partout. Le service de santé militaire n'introduisit le vaccin que dans le cadre des mesures dites de casernement, c'est-à-dire ce qui réglait l'alimentation et les vêtements à l'incorporation. Donc, une grande partie des soldats se trouvaient vaccinés, mais non pas la totalité. Une bonne part des soldats se trouvaient vaccinés à la fin du régime napoléonien. On en a la preuve ou la contre-épreuve dans le sort des prisonniers des pontons anglais. Dans ces prisons à flot, dans l'estuaire de la Tamise ou du côté de Southampton, qui ont été maintenus de 1812 à 1815, la mortalité variolique frappait les prisonniers ennemis de l'Angleterre, danois et américains, la guerre anglo-américaine de 1812, alors que la plupart des prisonniers français n'étaient pas atteints. Ils mouraient du scorbut ou d'autres choses, mais ils ne mouraient pas de la variole. Dans la population civile, l'obligation était rejetée dans les pays les plus peuplés, où les gouvernants craignaient de susciter des paniques. Des lois d'obligation paraissaient plus évidentes, plus applicables dans des petits territoires, comme le Danemark, où l'obligation apparaît dès 1810,
La Grèce, qui est un État tout neuf, qui veut donc faire un modèle, en 1835. Nombre de petits États allemands, certains des cantons suisses, certains seulement, en 1849. L'Angleterre adopta une loi d'obligation en 1853 et elle la révoqua à la fin du XIXe siècle. L'Italie l'instaura en 1888. L'Académie en France, l'Académie de médecine, l'avait recommandée en 1847. Mais elle ne fut votée qu'en 1902 et effectivement appliquée seulement en 1907. J'y reviendrai. Alors en fait, une grande partie aussi des échecs des vaccinations provenaient d'erreurs doctrinales des médecins. Alors, erreur doctrinale qui nous est facile, bien sûr, et ridicule de relever aujourd'hui. C'est avec 2 siècles de retard qu'on sait pourquoi ils se sont trompés. Il était admis que les infections ne se mêlaient pas, que chaque maladie avait son cours autonome, un second germe restant inactif tant qu'un germe précédent n'avait pas achevé son action. Les maladies étaient supposées immiscibles, ne pouvaient pas plus se mélanger que l'eau et l'huile. Le vaccin était donc supposé pur. Il ne pouvait pas porter d'autres contagions. Il n'était donc pas nécessaire de trier les enfants pris pour vaccinifères. De la sorte, un enfant porteur de symptômes syphilitiques, comme on pouvait en trouver dans les hospices d'enfants trouvés, ferait tout aussi bien transmettre un vaccin valable. Et c'était une erreur. Les contaminations syphilitiques devinrent parfois trop évidentes pour qu'on puisse continuer de les ignorer. Ce fut le cas à Naples en 1862, à Paris en 1864. À cette époque précise, la grande vérole, la syphilis, avait pris les dimensions d'un fléau social. Et en même temps, l'obligation vaccinale était un sujet qui était à l'ordre du jour et qui était controversé. Pour ces 2 motifs différents et contemporains, il fallait d'urgence chercher des souches vaccinales qui fussent à la fois abondantes et moins dangereuses. Faute de solution, de nouveau, la vaccination serait devenue incertaine et périlleuse et recevrait un motif supplémentaire de rejet. Une autre doctrine ambiguë était la durée, voire la permanence de l'immunité accordée par le vaccin. Dès 1818, des médecins de la faculté d'Édimbourg avaient constaté de nombreux cas de véritables varioles chez des sujets qu'ils avaient eux-mêmes vaccinés. Ces rechutes étaient appelées varioloïdes. Pour caractériser leur modèle, et éviter de contredire dans le public la foi en l'immunité vaccinique. En France, un autre épisode indéniable de variole des vaccinés est documenté à Marseille en 1828 sur des dockers déchargeant du coton d'Égypte. De telles expériences, multipliées un peu partout, conduisaient à la pratique de revaccination après un certain temps, un certain délai, qui furent pratiquées, donc 10 ou 11 ans environ, c'était l'expérience, qui furent pratiquées plus tôt et plus généralement par des médecins allemands. En Prusse, dès 1834, en Autriche, en 1838. À Paris, l'Académie de médecine recommande en 1838 le principe de la revaccination. La découverte progressive de ces 2 erreurs, l'immiscibilité et l'immunité permanente, obligeait à aller plus avant dans les recherches sur la nature du vaccin et sur ses procédés de mise en œuvre. Jenner et ses contemporains avaient cru que le cowpox était commun chez les bovins. Et effectivement, d'autres souches, dans les années 1800, avaient été trouvées, notamment par les vaccinateurs milanais, dans les troupeaux des Alpes. Or, vers 1820, on s'avisa que la multiplication des transmissions intrahumaines altérait le fluide et qu'il fallait donc recourir à un renouvellement des souches.
le vaccin transmis intra-humain des milliers de fois, ou des dizaines de milliers de fois, était devenu une entité spécifique. Il n'était plus ni la variole atténuée, ni le vaccin venu du cowpox. C'était une troisième instance, la vaccine humanisée. On continuait à chercher des recherches animales. C'est là qu'on s'aperçut donc que le cowpox était rare. Et que, en même temps, certaines chaînes humaines pouvaient demeurer efficaces, étant très variables en longueur et en durabilité. Alors, je donne des exemples là, de souches durables longues. La souche partie de Vienne en 1802, on a dû porter à Saint-Pétersbourg, à Odessa, deux branches, à Odessa et Moscou, puis en Sibérie. Elle a été portée chez les Yakoutes en 1805, chez les Bouriates en 1806 et dans le fond de la Sibérie au-delà. La souche espagnole, qui était partie de la Corogne en 1802, portée par le médecin Balmis, fut diffusée au Mexique en 1804. Elle était encore vivace à Mexico en 1908. Elle était restée efficace sans avoir jamais été renouvelée. C'est la plus longue, sans doute. La souche portée au Japon par un vaisseau hollandais. Vous savez que le Japon ne communiquait pas avec l'Occident, que c'était les Hollandais qui avaient le monopole de la communication avec Nagasaki dans l'extrême sud du Japon. Le vaisseau hollandais porte le vaccin au Japon en 1849 et la souche reste efficace pour tout le Japon, où elle est effectivement diffusée, jusqu'en 1880, où elle est à ce moment-là renouvelée par une souche anglaise. Alors, c'est ce que je dis là. On a très peu de documentation, même, si vous voulez, parce que ça n'a pas vraiment intéressé les médecins plongés dans l'actualité, si vous voulez. L'histoire des souches, de leur renouvellement, de leur nature, de leur origine, est généralement obscure, pas documentée. Alors, les renouvellements avaient été plus fréquents au cœur de l'Europe. Les médecins, faute de vaches porteuses de picotes, avaient tenté des recours à d'autres varioloïdes vétérinaires, comme le horsepox et surtout le claveau des moutons. Mais ça n'avait donné aucun résultat. Après les scandales de contagion par la syphilis, on tenta donc le retour à la vache. Alors ça, c'est toujours la scène de vaccin qu'on avait eu tout à l'heure, avec les femmes qui sont un peu inquiètes, mettons à juste titre. Là, c'est une version plus douce et sentimentale qui prouve, mettons, oui, c'est une image de la fin du XIXe siècle qui prouve la propagande vaccinale intense et familiale, et familière. Alors, une scène de vaccination imaginaire, mais qui prouve la réalité de l'afflux des enfants qu'on vaccine à tour de rôle. Et alors voilà le retour à la vache, où vous avez, on est dans les années 1860, c'est une petite génisse à qui on a inoculé du vaccin humain, et c'est pas la cowpox qu'on lui inocule, c'est du vaccin humain, et elle a une éruption mammite, et le vaccin prélève directement sur la génisse le vaccin qui va transmettre. Alors il y a des petits enfants, des petites filles, là, je ne sais pas si c'est à elles qui vont être vaccinées. Enfin, ça c'est le retour à la vache, qui est en fait, c'est pas un retour à la vache, c'est une innovation, si vous voulez, c'est se servir de la vache comme vaccinifère. L'opération réussit grâce à une particularité des barrières d'espèces qui empêchent le passage d'une maladie infectieuse à un autre type d'animaux, parce que les molécules de la syphilis et de l'herpès demeurent inertes dans l'organisme de la vache, tandis que la lymphe vaccinale y a un développement analogue à celui de l'organisme humain.
Ces transferts furent donc réussis à Naples en 1858 et à Paris en 1864. Et ainsi, avec ces souches des années 1860 du retour à la vache, qu'ont été renouvelées des souches qui ont duré ensuite des décennies du début du XXe siècle. Pour répondre aux défaillances, alors ça c'était le problème de l'immiscibilité. Pour répondre aux défaillances de l'immunité, les autorités médicales devaient envisager des politiques de revaccination. Ce choix grave mettait en cause l'efficacité du vaccin, ou plus exactement prenait en compte sa précarité. On avait vu que le principe de l'obligation de la revaccination avait été adopté dans certains États allemands. Et cette opportunité se vérifia lors de la guerre de 1870-71. L'armée allemande, forte de 1 200 000 hommes, ne compta que 300 décès varioliques. Alors, c'est en 71, 70, 72, il y a une épidémie de variole hémorragique qui est prodigieusement mortifère. Donc ça frappe aussi les territoires allemands, mais il n'y a que 300 morts dans l'armée allemande. Alors que l'armée française a, c'est un chiffre ahurissant, 23 400 soldats tués par la variole en 1870-71, c'est-à-dire à peu près autant que de victimes au combat. C'est d'ailleurs instructif d'un point de vue d'histoire de l'humanité. Vous savez que la grippe espagnole a presque autant de morts que la guerre, mais qu'elle passe presque inaperçue dans l'opinion. On observe la même chose là. Cette hécatombe là, des soldats, on le sait parce qu'on a les statistiques, mais sur le moment, il n'y a que les médecins qui en sont témoins dans les casernes, si on peut dire. Alors, jusque-là, vous voyez, je n'ai pas parlé finalement d'un anti-vaccinisme militant. Et en effet, c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'apparaissent des mouvements professionnels ou savants qui combattent vraiment, ouvertement, tout ou partie des politiques de vaccination obligatoire. C'est en 1866 que fut fondée une ligue anti-vaccinique internationale. Elle était présidée par le professeur Hubert Bohens, 1821-1898, docteur de Louvain, établi à Charleroi, sa ville d'origine. Il s'était distingué dans la lutte contre le choléra qui avait sévi à Liège continuellement de 1849 à 1864. Les scandales de la syphilisation, les retours meurtriers de la variole des vaccinés et surtout la vague de variole de 70-72 redonnaient leur élan aux critiques de fond énoncées déjà à Londres dès les premiers succès de Jenner. S'y ajoutaient désormais de nouvelles objections adressées aux expériences de Pasteur lui-même. Bohens polémiquait directement avec Pasteur et avec son compatriote belge Willems, le docteur Willems, qui avait mis au point en 1865 un vaccin vétérinaire contre la pneumonie des bovins. En Angleterre, l'obligation vaccinale et les nouvelles... l'obligation vaccinale votée en 1853 avait été complétée par des lois hygiéniques, plusieurs lois hygiéniques des années 1860 qui réprimaient spécifiquement l'alcoolisme et la prostitution et qui avaient suscité, dans l'opinion anglaise, l'opposition de défenseurs des droits civiques au nom des libertés des citoyens et de convictions libertaires ou anarchisantes. En 1872, l'antivaccinisme anglais trouva un héros, un nommé Paxton de Sunderland, un port du Nord-Est, sur la mer du Nord. Ce malheureux Paxton attribuait la mort de sa femme à un vaccin défectueux, c'est possible, et refusait la vaccination de ses enfants, malgré les procès et les condamnations dont il était accablé. Dans certaines villes ouvrières, les inspecteurs des bureaux de santé dépendant de la Poor Law
se heurter à des émeutes populaires qui furent nombreuses et continuées de 1872 contre le vaccin à 1872 à 1876. Des autorités municipales même allaient jusqu'à interdire les opérations des vaccinateurs dans leur ville. Tant et si bien qu'en vers 1890, le nombre des non-vaccinés dans plusieurs grandes zones ouvrières anglaises vint à dépasser l'effectif des vaccinés. Le Parlement britannique dut céder devant l'ampleur de ces mouvements. Il réduisit les règles d'obligation. Il instituait des dérogations pour cas de conscience qui furent largement revendiquées au cours du XXe siècle. En France, vous savez que c'est seulement en 1902, donc extrêmement tardivement, que est venue la loi d'obligation. Voilà la séance de vaccination avec l'utilisation de la vache. Vous voyez, la vache est présente là. Et voilà les affiches. La loi du 15 février 1902, vaccination et revaccination obligatoire. Au bout du compte, je conclus, au début du XXe siècle, dans l'ensemble de l'Europe, la variole se trouvait sous contrôle. Ce résultat moyen se vérifiait aussi bien dans un grand pays de haut niveau de médicalisation et d'hygiène, qui n'avait pas d'obligation stricte, la Grande-Bretagne, et dans des pays de moindre tradition sanitaire, qui se trouvaient pourvus de législation rigoureuse, comme la Grèce ou la Serbie, alors que ces règles restaient plus ou moins inappliquées du fait de faiblesse des institutions ou de niveau de vie médiocre. On arrivait sans obligation ou avec obligation à peu près au même résultat en fonction d'autres facteurs hygiéniques. Autre constatation ambiguë, l'antivaccinisme savant, professionnel, organisé, n'eut jamais et nulle part d'influence suffisante pour vraiment mettre en danger la couverture vaccinale. Les lenteurs de la propagation du vaccin ne résultèrent ni d'interdits religieux, ni de propagande de sectes. Enfin, partiellement. Je voulais citer le cas de l'Angleterre, c'est effectivement un peu le cas. Mais au fond, c'est tout de même très limité. Les derniers pays conservant des poches de contagion variolique, le Pakistan et l'Éthiopie, n'étaient le théâtre que du fatalisme et du maintien obscur dans les campagnes montagneuses où on ne pouvait pas vérifier, de la variolisation familiale volontaire ou, je dirais, coutumière et inconsciente. Ce furent les derniers obstacles discrets, invisibles, qui restaient à franchir pour arriver en 1979, effectivement, à l'éradication mondiale de la variole. Le dernier cas, en 1979, une ville qui s'appelle Mecca, je crois, qui est sur la côte de Somalie, au sud de Mogadiscio, et qui est un port bananier. Et alors pourquoi est-ce que c'était là les derniers endroits? C'est parce que dans le désert qui est frontalier de l'Éthiopie et de la Somalie, il y a des populations nomades qui étaient absolument incontrôlables et où d'ailleurs elles ne représentaient pas un danger considérable. Le principal danger pour la santé publique, suivi par les autorités éthiopiennes dans les années 1960-1970, c'était le paludisme. La variole comptait pour très peu dans les décès de santé publique. Par conséquent, ces poches, si vous voulez, de non-vaccination n'avaient pas grande importance. Alors pourquoi on peut être certain, c'est ce que moi je répète, j'ai lu ça dans les publications de l'Organisation mondiale de la santé, et que la variole est une maladie infectieuse qui aurait disparu parce qu'il semble qu'elle n'ait pas de correspondance vétérinaire qui puisse correspondre et franchir ce qu'on appelle la barrière des espèces et qui donc
ne laisserait pas imaginer un retour d'une forme de variole transmise par une horsepox ou cowpox quelconque. Alors, il resterait, donc, c'est les projets des organisations mondiales de la santé à vacciner. Alors, là, pour le Covid, bien sûr, j'ai aucune opinion, bon, la même que vous, mettons. Et simplement, ce qui peut, les maladies qui sont infectieuses, qui sont susceptibles d'être éradiquées un jour, c'est la poliomyélite et la rougeole. C'est celle que cite l'Organisation mondiale de la santé. Mais là, si vous voulez, je quitte mon rôle d'historien, je vous fais que réciter le journal et j'ai essayé simplement de vous dire ce qu'on pouvait savoir, surtout sur l'Italie du 19e siècle. Maintenant, si vous avez des questions, je peux essayer de répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Merci à vous pour cette magnifique présentation, magnifique conférence. Donc, je donne tout de suite la parole à la salle, à Victoire. Oui. Merci infiniment, monsieur le professeur. Je voulais vous demander, on m'a dit qu'il y avait un rapport entre la varicelle et la variole et que la varicelle aurait été une version abattardie de la variole. Oui, ça, je ne saurais pas vous le dire, mais dans ce cas-là, cette transmission, cet abattardissement a dû se situer sur le cours des siècles. Par conséquent, il faudrait avoir des enquêtes médicales au XIIIe ou XIVe siècle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ils ont des symptômes comparables et qu'effectivement, des médecins pouvaient les confondre au début peut-être pendant longtemps, en tout cas au début du XIXe siècle. D'autres questions? Oui, oui, monsieur, oui. Merci beaucoup pour votre conférence. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique l'enthousiasme des médecins et des autorités pour la vaccination, alors que, je prends le cas du docteur Samuel en Hongrie, qui avait prouvé que se laver les mains était bénéfique pour la survie des patients. Alors lui, il a eu un immeuble piégé par ses confrères, alors que pour la vaccination, les preuves scientifiques n'étaient pas assez douteuses avec tout. Il y a tout de même des circonstances historiques très claires. La variole était vraiment une tueuse d'enfants. Alors, tandis que, si on peut dire, l'hygiène générale, c'est l'ensemble des maladies, l'ensemble de l'exercice médical. C'est pas ponctuellement, précisément, une maladie terrible. La variole, à la fin du XVIIIe siècle, la mortalité dépasse les 10%. 10%, c'était la moyenne sur une très longue durée. À la fin du XVIIIe siècle, il y a, alors je ne sais plus le nom, il y a un médecin suédois qui est le meilleur pédiatre de l'époque, qui a des évaluations beaucoup plus élevées du nombre de morts. Donc il y a une véritable... on constate que les espoirs qui avaient été placés dans l'inoculation se révèlent des déceptions, des désillusions, puisque la variole revient sur une forme beaucoup plus virulente, beaucoup plus meurtrière. Donc j'ai employé le mot de panique médicale, il y a une véritable panique médicale. Et alors, bon, il y a la chance de Jenner, elle serait arrivée de toute manière, il y aurait eu un autre médecin qui aurait trouvé cette coïncidence. Et il est vrai que pendant longtemps, et pendant tout le 19e siècle, on ne sait, enfin, en tout cas, du temps de Jenner et jusqu'à Pasteur, mettons, ou Lister en Angleterre, on ne comprend pas quel est le processus, si vous voulez, de la transmission, de la protection qu'accorde le vaccin. On a ensuite la conjoncture psychologique de la fin du XVIIIe siècle. On a appétit de science, de croyance en transformation de l'homme. Il faut lire Cabanis ou autre. C'est extraordinaire. Il croit vrai.
l'idéologie révolutionnaire. C'est on va fonder un homme nouveau et un homme libre. Si vous voulez, les maladies sont symptômes, si vous voulez, des sociétés qui ont des tyrans, qui n'ont pas la liberté. Et la liberté va accorder la santé. C'est pour ça que on peut supprimer les facultés de médecine et faire voter le peuple pour désigner des officiers de santé qui avec leur expérience, sont plus sûrs, si vous voulez, de venir à bout des maladies que ceux qui sont gavés de grimoires, si vous voulez, qui répètent les savoirs de l'Antiquité. Bon, mais ça, cette idéologie, c'est celle de la Révolution, c'est la création des officiers de santé. Et les officiers de santé vont durer jusqu'à la fin du 19e siècle, et jusque vers, je ne sais plus la date, de 1880 environ, où ils disparaissent. Alors, il y a cette utopie révolutionnaire qui fait que la vaccine est portée par l'utopie révolutionnaire. Oui, pardon, vous aviez demandé, mademoiselle. Oui. Concernant les limites du succès de la vaccination, vous évoquez la question de la l'immunisabilité et de l'immunité. Je pose la question sans trop connaître la variole, mais est-ce qu'il n'avait pas également un problème, le même problème qu'on peut avoir avec le Covid, c'est-à-dire le développement de variants ou de... Oui. Oui, absolument. Il y a des variants... puisqu'il y a c'est ce qui avait justifié l'inoculation, parce qu'il y avait des vagues de variole qui n'avaient pas toutes la même virulence, la même intensité et la même durée, et ce qui permettait de choisir des moments de moindre virulence pour organiser la transmission, l'inoculation de la variole, de la véritable variole aux enfants, et d'avoir là une protection qui paraissait judicieuse, mais qui s'avérait à terme catastrophique, puisque un jour ou l'autre, on finirait par confondre les périodes bénies et les périodes virulentes. Alors, et puis ensuite, la vaccine elle-même, on voit qu'elle a évolué avec la transmission intra-humaine. Au bout d'un certain de milliers, elle n'avait plus la même... Enfin, moi, je ne saurais pas du tout vous expliquer ni pourquoi ni comment, mais enfin, c'est plus la même instance. Vous avez évoqué les facultés de médecine. Et je voulais savoir, est-ce qu'on voit dans toute cette période une évolution des enseignements, justement, concernant la vaccination, puisque vous dites ensuite, à la fin du XIXe siècle, il y a des médecins eux-mêmes qui vont être contre les vaccins et la vaccination. Alors, est-ce qu'il y avait un enseignement sur les politiques de santé et les politiques de vaccination? Alors, au point de vue enseignement, je ne saurais pas répondre avec détail. Ce que je sais, c'est que il y a une énorme littérature médicale, que c'est le sujet par excellence, le pont aux ânes, si vous voulez, que pour les médecins dans les hôpitaux, entre 1800 et, je dirais, des années 1860, la bibliographie est énorme. Donc c'est vraiment un débat permanent. Alors, est-ce que ça passe dans l'enseignement? Vraisemblablement pas, dans la mesure où c'est quelque chose qui est débattu, où il y a des avis très contradictoires entre médecins. Je pense pas que ce soit... Enfin, je suis pas capable de répondre avec certitude. Mais en tout cas, aucun médecin ne pouvait l'ignorer. Oui, merci pour votre conférence. J'ignorais qu'il y avait eu une vague de variole pendant la guerre de 1870. Et effectivement, je connaissais la grippe espagnole effectivement après la guerre. Et la comparaison est intéressante parce que la grippe espagnole, on imagine bien que la guerre a favorisé la transmission par la proximité des gens dans l'étranger. Et je comprends mal pourquoi la guerre de 1870 a favorisé la variole, puisque d'abord, on peut supposer qu'il y avait quand même déjà une vaccination, en tout cas que les gens avaient une immunité. Mais est-ce que dans les conditions de la guerre de 1870, cette immunité n'aurait pas fonctionné
Oui, mais parce que la couverture vaccinale, non, n'était pas totale en France. Il s'en fallait de beaucoup. Il n'y a pas d'obligation vaccinique en France. Donc, dans les campagnes, elle n'était pas. Il n'y avait pas une un quadrillage médical intense. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont en Allemagne, où on a, dans la plupart des États allemands, une politique de revaccination. Il y a une couverture, une protection beaucoup plus sûre. Et ce sont les prisonniers français transportés en Allemagne qui, au cours de l'année de l'hiver et du printemps 1870, qui réinjectent, si on peut dire, la variole en Allemagne, où elle a très peu d'effet, mais enfin, elle suscite des cas apportés par les prisonniers français. Donc c'est vraiment et donc si vous voulez, la guerre joue vraiment un rôle, parce que là, il y a des déplacements de troupes intenses entre juillet et mai 70 et mai 71, il y a des déplacements continus d'hommes. Oui. Mémoire qui s'inscrit par les prisonniers, enfin les personnes qui reviennent de la guerre de 1870, et le lien avec Pasteur, parce que entre 1870 et Pasteur, qui dans plusieurs revues est présenté comme le héros de l'humanité, etc., les médecins ont forcément parlé, enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a, comment ça peut s'inscrire? Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez dit seuls les médecins étaient témoins, enfin ceux qui étaient impliqués dans la guerre. Il y a peut-être eu des... Alors, il y a deux aspects là dans votre question. Le rôle des soldats, je pense qu'ils sont totalement inconscients, comme nous, puisque la mémoire, vous voyez, de ces accidents n'est pas passée dans les manuels d'histoire. Donc, a fortiori, les témoins directs, même les victimes, ne percevaient pas l'ampleur du phénomène. Maintenant, l'école pasteurienne, Pasteur était à l'œuvre depuis les années 1860. Il a joué un rôle personnel très important, parce qu'il avait la confiance personnelle de Napoléon III. Il a été chargé dès 1863 des rapports sur le fléau de l'alcoolisme. Et alors, en tant que Bordelais, je peux vous dire qu'il a dit que le vaccin était la boisson la plus sûre, la plus saine, et c'est quelque chose qui est affiché dans dans les chais bordelais. On met Pasteur, le vin est la meilleure boisson, la plus saine. Et il a écrit ça vers 1863 à consommer avec modération. Non, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment une école de développement, si vous voulez, d'expérimentation, des vaccinations, puisque je l'ai étudié ça dans le livre que j'ai fait, on a cherché à ce moment-là, dans les années 1840-50, un vaccin contre la peste. Et il y a des médecins qui se sont inoculés la peste pour observer en espérant que c'était une souche atténuée, et ils en sont morts. Ça a été essayé pour tout un tas d'autres types d'infections. Donc il y a vraiment, je dirais, un débat vaccinal et une utopie vaccinale aussi, puisqu'on cherche à la développer dans tous les sens. Et puis l'histoire de la médecine varie selon les pays, parce qu'en France, c'est Pasteur qui a inventé les vaccins. En Angleterre, c'est Lister, c'est pas le même. Mais il l'a fait avant Pasteur, je crois. Enfin, les Anglais le disent. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question à propos de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il y avait des catégories de métiers, ou de statuts ou d'emplois qui supposaient la présentation d'un certificat de vaccination?
Autrement dit, quelle est la documentation qui accompagne ces campagnes de vaccination, de revaccination avec des délais? Est-ce qu'on demandait aux gens de présenter des documents établissant la date de leur première vaccination? Est-ce qu'il y avait des emplois qui n'étaient possibles pour certaines personnes qu'à condition de les présenter? Bref, est-ce que la bureaucratie a progressivement accompagné la politique médicale? Bien, dans la période que j'ai étudiée directement, c'est-à-dire les 2 premières décennies, il n'y a aucune trace. Mais inévitable, nécessairement, dans les pays qui instituent une revaccination, et donc c'est la Prusse en 1834, il y a suppose nécessairement une bureaucratie de contrôle. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai étudié vraiment à fond, c'est-à-dire l'Italie des années 1800, j'en ai jamais vu la moindre trace. Oui. Une question un peu comparative. Est-ce qu'au fil du temps, les arguments des anti-vaccins restent les mêmes? Est-ce que les arguments que vous avez pu entendre durant le Covid faisaient écho à des arguments utilisés durant les siècles précédents? Et vous disiez à un moment que le mouvement anti-vaccin n'avait jamais été majoritaire dans la société. Est-ce que le mouvement qui s'est exprimé à l'occasion du Covid, du fait des réseaux sociaux qui ont joué caisse de résonance, c'était peut-être un des plus puissants que le monde ait connu depuis... Pour le dernier point, c'est certain que mais je dirais que c'est une vérité générale qui s'applique. Il y a une diffusion des informations dans notre société qui est sans comparaison avec... mais là, je veux dire qu'il n'y a aucune conclusion à en tirer particulière sur le sujet précis. Maintenant, est-ce que les ligues, enfin les opinions anti-vacciniques aujourd'hui feraient écho? Alors écho certainement pas, parce que ils n'ont pas lu mon livre, ils savent pas ce qui se passait en Italie en 1800, etc. Mais que cependant on trouve les mêmes types d'arguments, oui, certainement, parce que il y a des accidents. On voit là que chaque fois qu'il y a véritablement des indignations, des rejets, c'est parce qu'il y avait véritablement des accidents scandaleux, épouvantables, et les médecins qui étaient témoins de morts d'enfants qu'ils avaient vaccinés et à la suite d'une fausse vaccine, d'un défaut de transmission, mouraient ensuite, attraper la variole, ils étaient bouleversés et ils se posaient véritablement le problème. Il y avait des médecins individuels qui, ayant été témoins de catastrophes, avaient leur conviction de partisans de la vaccine ébranlée. Et je pense qu'il y en a aujourd'hui. De toute manière, les systèmes d'obligation suscitent forcément des réactions de défiance, d'inquiétude et de résistance. Ça, on le voit véritablement. Et d'une certaine manière, après tout, Napoléon ou Louis XVIII avaient raison de retarder l'obligation parce que ils avaient peur de panique sociale, vous voyez, qui dégénérerait plus gravement encore. Qui montre notamment la transformation en oui. Sans évoquer quand même par l'introduction d'un corps étranger ce qu'on a oui. pu entendre quant à l'utilisation d'une puce 5G ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas très très loin quand même. Oui. Le fait d'introduire sur un individu sain, effectivement, un agent... Exactement. Voilà, on ne voit rien. Voilà. Oui. Que ça peut... C'est ça. Mais c'est le caricaturiste anglais, il s'appelle Gilles Ray, je crois. Et il y en a beaucoup sur les caricatures anglaises anti-napoléoniennes, il y a tout un tas. Vous disiez qu'on avait très peu de documentation sur la circulation des souches au début de la vaccination. Oui. Et
et des vaccins. Comment on peut pallier ce manque de documentation, parce que c'est passionnant cette histoire de suivre des souches qui vont... Eh bien, là aussi, moi, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans des travaux de médecins plus précis. Je crois qu'est conservé des souches de variole. Selon, enfin, dans la guerre froide, on disait qu'il y en avait à Moscou et à New York. Il y a des souches de variole qui sont conservées et il y a des souches de vaccins aussi. Et on ne connaît pas. Alors pour les souches de variole, c'est facile, si on peut dire, parce qu'elles n'ont pas eu de. Je dirais qu'elles n'ont pas une historicité, mais par contre le vaccin, lui, a une historicité et une variation dans le temps. On le sait puisque on l'a vu là dans les obligations de revaccination et du fait que la variolisation humaine avait engendré une autre virus spécifique, si vous voulez. La chaîne du froid comme on a aujourd'hui pour envoyer le vaccin. Non, et puis à vrai dire, si on utilisait le froid, mais on l'utilisait pas bien sûr pour ça. Mais alors si vous voulez savoir comment on faisait le froid, depuis l'Antiquité, on recueillait de la neige l'hiver et on la stockait dans des greniers, on l'entourait de paille et là vous pouviez avoir des boissons fraîches pendant l'été. Oui. Vous avez évoqué à l'instant le virus. Et justement, je me posais la question, vous n'avez pas parlé de l'agent infectieux, du type d'agent infectieux de la variole. Si c'est un virus, un bacille... Je crois que c'est un virus, mais écoutez, ça dépasse mes compétences. Parce que pour la peste, on l'a découvert. Oui, non, si vous voulez, moi je suis historien, hein. Je ne suis pas médecin. Vous avez d'autres questions? Une petite information. Le grand-père de mon arrière-grand-mère était médecin et j'ai lu dans ses livres de cours qu'il y avait des méthodes pour recueillir du pus pour inoculer la maladie atténuée et donc les tout premiers vaccins au XVIIIe siècle. C'est ça, c'est l'inoculation. C'est ça le principe de l'inoculation, voilà. La médecine. Oui. Bien sûr. D'autres commentaires ou questions? Bien, je crois qu'il n'y a plus qu'à vous remercier encore.